l'évaluation des besoins alimentaires des revenus agricoles au Mali et leurs revenus est une étude de base pour la conception d'une stratégie. Donc, l'étude consistait à élaborer une stratégie pour une organisation internationale qui intervient dans différents pays africains et pour aider le monde agricole déjà dans l'amélioration de la qualité des semences et surtout aussi dans l'augmentation des rendements agricoles. C'est une étude qui était destinée à améliorer la qualité du programme et la qualité de l'intervention qui allait découler de cette étude. Donc, l'objectif, c'était de recueillir des informations, d'effectuer des analyses qui allaient permettre effectivement de définir les orientations de la stratégie d'intervention, une stratégie qui devrait en fait s'accentuer sur 5 ans. Et cette étude aussi devrait permettre de garantir la réalisation de ces objectifs, d'autant plus que l'étude aura permis d'aboutir sur des conclusions, de tirer des recommandations, et tout cela, effectivement, devrait permettre de lever les goulots d'étranglement, les différentes difficultés qui sont rencontrées par les acteurs de l'appui au monde agricole. Donc, de façon générale, cette étude avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'archiver des données brutes, c'était d'avoir des analyses statistiques et donc pour appréhender la cartographie réelle, pour appréhender la situation au moment précis de l'étude de la population bénéficiaire. Il s'agit bien entendu des ménages agricoles. Deuxième objectif, c'était d'élaborer un document précis, clair, qui allait permettre de donner les orientations à la stratégie. Et enfin, troisième objectif, c'est effectivement de permettre à ce que cette stratégie qui serait lancée puisse aboutir aux résultats qui sont préconisés dans cette étude. C'est une étude qui a couvert différentes régions du Mali, notamment l'étude a eu lieu au Mali, bien entendu, et elle a couvert la région de Caille, elle a couvert la région de Caille, la région de Koulikoro, la région de Sikasso et la région de Ségou. Donc, ces 4 régions étaient les régions concernées par l'étude, donc on se rend compte que ce sont les régions du centre et surtout les régions agricoles du Mali. Mais l'étude a été faite en milieu rural, donc dans pratiquement la plupart des zones à forte potentialité agricole du Mali. Alors, pour réaliser cette étude, nous avons effectivement effectué un échantillonnage sur la base de la méthode aléatoire stratifiée, avec une marge de confiance de 95% et une marge d'erreur de 8%. Donc, la base de l'échantillonnage, c'était effectivement l'ensemble de la population agricole, l'ensemble des ménages agricoles. Donc, dans les localités ciblées, tous les ménages agricoles avaient la potentialité, avaient la possibilité effectivement d'être sélectionnés dans le cadre de cette étude. Et nous nous sommes retrouvés avec un échantillon total de 631 ménages, donc répartis en 2 groupes. Le premier groupe, c'est les villages d'intervention, les villages qui allaient bénéficier effectivement de, les villages qui allaient bénéficier effectivement de l'intervention, de la stratégie de façon proprement dit. Et de l'autre côté, nous avons en fait les villages contrôle. Les villages contrôle dans l'échantillonnage, ce sont les personnes qui ne vont pas bénéficier de l'intervention, mais des personnes dont les caractéristiques sont semblables aux caractéristiques de celles qui bénéficient de l'intervention. Et à la fin de la stratégie, à la fin de la mise en œuvre de la stratégie, on va collecter les informations, collecter les données sur les 2 populations et voir est-ce que les changements qui ont été intervenus dans les villages bénéficiaires, dans les villages d'intervention, sont attribuables au projet à combien %. Donc, après, bien entendu,
Après la collecte de données, nous avons procédé au traitement des données, à l'analyse des données, à la conception, à l'élaboration du rapport, ainsi qu'à la validation du rapport à travers différents ateliers qui ont permis de discuter l'ensemble des éléments, l'ensemble des résultats de l'étude, élément par élément, de telle sorte que ce qui est retenu, ce qui est présenté ici, constitue véritablement l'essence des points majeurs, les points réels qui expliquent effectivement la situation de ces ménages agricoles. Donc, M. Wagé, c'est ce que j'avais à préciser pour ce qui concerne le contexte de l'étude et aussi la méthodologie de l'étude. D'accord, d'accord. Je pense que c'est bien cerné, c'est bien compris. Merci voilà, de nous avoir fait partager ces quelques points. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à M. Joseph Pérou, qui va prendre la relève après vous. M. Joseph, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro, M. Joseph. Voilà. J'espère que vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend, M. Joseph. Allez-y, vous avez la parole. D'accord, merci bien. Alors déjà, je vous remercie tous ceux qui sont là pour ce webinaire. Alors, je remercie aussi M. Bertin Dacko pour le décor qu'il a déjà planté, pour le contexte qui est bien détaillé, notamment le contexte de l'agriculture et des ménages agricoles au Mali. Donc, concernant la présentation des résultats, nous allons d'abord parler de la description des répondants, c'est-à-dire qui est-ce qui sont, comment est-ce qu'on peut décrire ceux qui ont pris part à cette étude, afin d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Alors, en termes de caractéristiques, notamment de sexe des répondants, nous remarquons que presque tous les répondants sont des hommes. Au fait, les répondants, ceux qui ont répondu à nos questionnaires durant cette étude sont des hommes. Et ça, nous le remarquons dans pratiquement toutes les localités. Seulement 8% des répondants sont des femmes. Alors, cela est dû au fait que dans les zones rurales, les ménages sont généralement dirigés par les hommes. C'est eux qui sont là au leadership du ménage. Ce qui fait qu'on a un fort taux de pourcentage élevé des hommes, parce que lors des enquêtes, c'est à eux que nous nous adressons pour avoir des informations sur les ménages. Et aussi en termes d'âge, concernant l'âge des répondants, l'âge des répondants est compris entre 23 et 99 ans. Ça, c'est au niveau de l'ensemble des localités. Alors, 99 ans, ça, nous l'avons au niveau de la région de Koulikoro. Dans l'ensemble des régions collectées, l'âge moyen des répondants est de 50 ans. De 50 ans, ceux qui ont pris part à cette étude afin de répondre aux questions, au questionnaire de l'étude. Nous poursuivons avec le niveau d'étude des répondants. Nous remarquons qu'à travers l'analyse des données, un faible niveau d'éducation formelle des répondants. Très peu de répondants sont éduqués et seulement 18% dans l'ensemble. Et si nous prenons ces 18%, 16% sont limités au niveau primaire et 2% ont pu poursuivre les études jusqu'au niveau secondaire. Nous poursuivons toujours, tantôt nous parlons du leadership au niveau des ménages. Le rôle de chef de ménage dans les localités que nous avons collectées est généralement joué par les hommes. Seulement 2 femmes interrogées ont déclaré être chef de ménage. Alors, pour ça aussi, il y a des raisons qui l'expliquent. Soit c'est le mari qui est en déplacement ou que ce sont des veuves, des femmes qui ont perdu leur mari. Donc, c'est cela qui explique pourquoi nous avons quelques femmes qui dirigent des ménages dans ces localités. Sinon, dans la généralité, c'est les hommes qui sont au leadership des ménages dans les régions rurales au Mali. En termes de taille des ménages,
les données que nous avons collectées montrent que le nombre total des ménages pour les 631 ménages s'élève à 17 013 membres pour les 631 ménages collectés. Alors, soit une moyenne de 27 membres par ménage. Ici, il faut comprendre que quand nous parlons de ménage, il ne s'agit pas seulement des parents, du papa, de la maman et de l'enfant, mais il s'agit des parents, des fils, des enfants, des petits-enfants. Donc, c'est tout cela rassemblé que nous avons une moyenne de 27 membres par ménage au niveau des localités qui ont été collectées, notamment à Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Ségou. Donc, c'est essentiellement les 4 régions qui ont été collectées. Nous avons voulu aussi, donc nous voyons ici qu'à Kai, nous sommes à 31 membres en moyenne par ménage, à Koulikoro 24, à Sikasso 27 et à Ségou 24. Ici, on a voulu également traduire en termes d'équivalent adulte, c'est-à-dire expliquer, par exemple, pour la région de Kai, les 31%, nous savons que les 31% sont constitués de toutes les classes d'âge, des enfants, des jeunes, des adolescents, des parents, des grands-parents. Donc, nous avons voulu le convertir en équivalent adulte, c'est-à-dire pour les 31 ménages, si nous les convertissons en équivalent adulte, ça correspond à 11, au fait, 11 adultes par ménage dans la région de Kai. La même chose a été faite au niveau de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Et également, en termes de vulnérabilité, nous avons la région de Ségou qui représente le plus de vulnérabilité des membres de ménage. Et nous avons moins dans la région de Kai. Alors, nous passons à un autre point. Il s'agit de l'activité agricole auquel les ménages ont participé durant l'année 2018-2019. Nous le disons tantôt, l'économie du Mali repose principalement sur l'agriculture. Les ménages pratiquent l'agriculture combinée avec de l'élevage. Ça, c'est la plupart des ménages. Nous avons en tout 73% de ceux qui ont été collectés qui affirment coupler les activités d'agriculture avec l'élevage de bétail. 25% font seulement de l'agriculture et 2% font uniquement de l'élevage de bétail. Donc, en termes d'agriculture, il y a des cultures qui sont plus prisées dans ces localités, qui sont les plus produits. Notamment, nous avons le maïs, le sorgho, le mil, le niébé, le riz, l'arachide, le fonio. Pour toutes ces cultures, sauf les riz, les répondants utilisent au fait plus de semences locales que d'améliorer. Alors, cela peut être dû au fait que dans ces localités-là, ils ne maîtrisent pas les nouvelles technologies en tout ce qui concerne les semences améliorées. Donc, la plupart des ménages préfèrent rester sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont appris depuis fort longtemps, même si quelquefois la production ou bien le rendement de ces semences n'est pas aussi que ça. Il y en a qui utilisent à le produire. Donc, la plupart utilisent plutôt les semences locales que les semences améliorées dans les différentes localités que nous avons eu à collecter. Et cette tendance est vue en Caïs, Koulikoro, Sikasso, Ségou. En général, les agriculteurs au Mali consacrent moins d'espace à la production de semences améliorées. Les raisons, comme le disons tantôt, c'est la non-maîtrise de la production via les semences améliorées. Tous les agriculteurs n'ont pas accès également aux semences améliorées, ce qui fait
ils ne les utilisent pas dans leur culture annuelle. Et en termes de rendement également, de rendement des cultures, nous avons ici des rendements qui varient tantôt en fonction des semences qui sont utilisées, soit que ce soit la sémence locale ou bien la sémence améliorée. Dans la région de Caille, par exemple, nous avons le rendement des semences locales, le rendement est plus élevé. Par contre, dans les autres régions, ce rendement est en fonction des cultures, en fonction des cultures que les ménages cultivent au niveau des différentes localités, notamment des spéculations comme le riz, le maïs, le sorgho, le mil. Nous poursuivons toujours. Alors, tous ces rendements, ce que les agriculteurs tirent des cultures ne sont pas transformés. D'ailleurs, très peu font de la transformation des produits agricoles. Les produits qui sont transformés, d'après notre collecte de données, c'est généralement le riz, le maïs et l'arachide. L'arachide est alors beaucoup transformé parce qu'il est utilisé au niveau des ménages, notamment pour préparer les repas. Ce qui fait que nous avons 23% des ménages qui produisent de l'arachide, qui disent qu'ils les transforment dans leur ménage. Et concernant la vente des récoltes, parce que les récoltes que les ménages ont comme rendement, certaines parties sont utilisées pour leur consommation, d'autres parties sont transformées. Que de l'agriculture, ils font également de l'élevage de bétail. Donc, cette activité les permet également de générer des revenus afin de mieux pouvoir aux besoins de leur famille, notamment les besoins qui ne sont pas forcément des besoins en termes de céréales. Et le revenu moyen généré sur les ventes d'animaux varie en fonction des types qui sont vendus. Notamment lors de notre collecte de données, nous retenons que c'est surtout le bœuf qui l'emporte, dont le revenu est le plus élevé. Et parlant des régions, ceux qui génèrent des revenus à travers la vente le commerce de bétail, c'est essentiellement la région de Koulikoro, où nous avons le plus fort revenu en termes de vente de bétail, notamment plus de 2 millions de francs CFA. À noter que tous les chiffres que nous présentons ici sont en francs CFA, bien sûr. Alors, à part les activités, toutes les activités agricoles, tout ce qui tourne autour de l'agriculture, nous avons également, les ménages pratiquent également des activités génératrices de revenus. Une proportion importante des répondants déclarent qu'ils ont au moins un de leurs ménages qui mène une activité génératrice de revenus. Alors, soit 37% des ménages enquêtés. Donc, ce qui nous permet de dire que seulement 37% font des activités génératrices de revenus afin de pouvoir combler les gaps en termes d'alimentation. Et le reste ne font pas d'activités génératrices de revenus. Ils sont plutôt focalisés sur tout ce qui est des activités agricoles, notamment l'agriculture et l'élevage de bétail. Nous voulons aussi présenter un point très important. Alors, comme le dit notre thème, nous voulons parler de ce que les ménages agricoles gagnent et ce qui est réellement leur besoin en termes d'alimentation. Donc, il s'agissait pour nous d'évaluer l'alimentation, la sécurité alimentaire des ménages au niveau de ces 4 régions que nous avons eu à collecter.
Nous notons dans tous les villages que nous avons eu à collecter que le revenu des ménages est inférieur au capital requis en termes de besoins alimentaires de subsistance. Ce qui nous permet de dire que le revenu du ménage n'est pas à mesure de répondre aux besoins de subsistance, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans la nourriture du ménage, afin de leur permettre d'avoir une bonne alimentation, une alimentation requise qui correspond aux normes pour leur développement, pour leur bien-être. Donc, c'est ce qui nous a amené à dresser ce tableau. Alors, ce tableau qui présente d'abord les différentes sources de revenus, où nous avons différentes sources de revenus, des revenus provenant notamment des cultures annuelles. Les cultures annuelles, c'est les céréales telles que nous l'avons dit tantôt. Il s'agit de l'arachide, par exemple, du niébé, du mil, du riz, du sorgho. Et nous avons également ceux qui font de l'élevage et de la vente de bétail, également ceux qui font des activités génératrices de revenus. Tout cela constitue les revenus des ménages et les produits également de l'élevage. Quand on parle de produits de l'élevage, on veut notamment faire référence, par exemple, au lait, référence, par exemple, aussi aux œufs que les ménages utilisent également pour leur alimentation et pour subvenir à leurs besoins. Donc, en termes de culture, en termes de revenu total du ménage, nous avons à CAI, pour un ménage, ce qu'il gagne en termes de culture, c'est 1 million et quelques. Et c'est donc, nous pouvons déduire de cela qu'ils gagnent, en fait, leur revenu provient essentiellement de la culture, comme nous l'avons tantôt mentionné. Et les autres, telles que la vente de bétail, les activités génératrices de revenus et aussi les cultures pérennes, et notamment les produits et aussi les produits de l'élevage sont des activités dans lesquelles les ménages ne tirent pas beaucoup de revenus. Et cette tendance est remarquée dans toutes les régions que nous avons eu à collecter, dans la région de Caille, Koulikoro, le revenu provenant de l'agriculture est au-delà de 1 million. Ça, c'est pour un ménage. Et au niveau de Sikasso, Ségou, c'est bien moins. Le revenu est bien moins. Dans la région de Sikasso, notamment, nous remarquons que, au lieu que ça ne soit des cultures pérennes, des cultures annuelles qui l'emportent, en termes de revenus, les ménages cherchent la plupart de leurs revenus au niveau des cultures pérennes. Ici, nous pouvons remarquer jusqu'à 800 000 au niveau de Sikasso que les ménages peuvent générer à travers des activités de culture pérenne. Donc, elle représente la principale activité qui génère l'activité qui génère le plus de revenus dans la région de Sikasso. Quant à la région de Ségou, c'est toujours les cultures pérennes, les cultures plutôt annuelles qui l'emportent avec plus de 500 000 revenus que les ménages agricoles tirent de cela. Donc, en fonction à travers tous ces revenus, en fait, la somme de revenus correspond à une moyenne de tous ces revenus. La moyenne que nous avons calculée sur l'ensemble des répondants que nous avons eu à collecter, ainsi que dans la région de Caille et de Koulikoro, les ménages ont plus de revenus que ceux qui sont dans la région de Sikasso et de Ségou. La région de Caille et de Koulikoro, ils ont plus de 1 million de revenus annuels pour tout le ménage. Et au niveau de Sikasso et Ségou, c'est bien moins de 1 million,
c'est de 600 000 à 500 000 à 600 000. Donc, ça, c'est en gros ce que nous pouvons dire en termes de sources de revenus des différents ménages agricoles. Alors, comme nous le disons tantôt, l'équivalent en termes de consommation alimentaire, nous avons voulu le calculer parce que ça nous permet de voir combien d'adultes nous pouvons estimer par ménage. Donc, en fonction de cela également, nous avons calculé quelle peut être au fait la consommation moyenne requise par le ménage, la consommation moyenne dont la consommation moyenne dont le ménage a besoin en fait pour assurer une bonne sécurité alimentaire. Donc, c'est à travers cela que nous avons eu avec des calculs que nous avons faits, notamment nous avons eu comme consommation annuelle des ménages, nous sommes entre 500 à 700, au fait, nous sommes entre 6 millions et 7 millions, en fait, de besoins en termes de consommation alimentaire des ménages. Notons ici que le ménage, nous le rappelons toujours, que ce n'est pas seulement les parents, il s'agit des parents, il s'agit des enfants, il s'agit aussi des enfants. Donc, c'est la consommation requise de tout ceci qui est estimée à entre 6 à 7 millions. Donc, nous avons eu à collecter des informations au niveau des ménages qui nous ont permis de pouvoir calculer ce dont ils ont besoin effectivement afin d'assurer une bonne consommation alimentaire. Et en termes de gap, d'écart entre ce que les ménages ils ont comme revenus et ce que les ménages ont besoin pour assurer une bonne sécurité alimentaire, pour les permettre de bien se nourrir, nous voyons que le gap, il est très grand. Par exemple, dans la région de Caille, nous avons le revenu des ménages qui se chiffre à 1 272 810. Par contre, quand nous regardons ce dont ils ont effectivement besoin afin d'assurer une bonne alimentation de l'ensemble du ménage, c'est de 7 802 160. D'où un gap de plus de 6 millions, en fait, ce qui note que les ménages, en fait, le gap est vraiment l'écart est vraiment très grand entre ce qu'ils gagnent et ce dont ils ont besoin pour leur consommation alimentaire. Donc, après cela, nous avons également tenu à savoir au niveau de chaque ménage quelle est leur capacité à subvenir aux besoins, du ménage, c'est-à-dire en combien de mois est-ce qu'ils sont capables de subvenir aux besoins du ménage. Ainsi, en la moyenne, ce que les répondants affirment, c'est que 60% affirment être à mesure de répondre aux besoins de leur ménage seulement à travers les activités de l'agriculture. Par contre, tout le reste, nous voyons qu'ils ont de la peine à combler les besoins alimentaires de leur ménage. Et ceux-là qui ne sont même pas capables à répondre aux besoins de leur ménage pendant les 6 mois de l'année, nous sommes à 11% de ménages qui affirment ne pas être à mesure de répondre aux besoins de leur ménage en un laps de temps de 6 mois. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont obligés de voir d'autres activités ou d'autres moyens afin de pouvoir prendre en charge, afin de pouvoir subvenir aux besoins du ménage pendant les 6 autres mois de l'année. Alors, comme on le disait tantôt, ils ne font pas que de l'agriculture, les ménages qui sont dans ces localités. Nous avons voulu savoir également au niveau de chaque localité, en plus des activités générales, en plus de l'agriculture que les ménages font, et de voir
s'il ajoute à cela les revenus qu'ils ont à travers d'autres activités, s'ils sont à mesure, jusqu'à combien de mois ils sont à mesure de subvenir aux besoins de leur ménage. Et même avec cela, nous sommes à 80% qui disent être à mesure pendant toute l'année de subvenir aux besoins de leur ménage quand ils couplent revenus venant de l'agriculture et autres revenus. Contre 4% affirment ne pas être à mesure de subvenir aux besoins de leur ménage pendant 6 mois. Donc, nous progressons également au niveau du score de consommation alimentaire des ménages. Alors, le score de consommation, nous le définissons en fait comme, c'est un score qui est calculé déjà sur la base de la fréquence de consommation des ménages en fonction des différents groupes d'aliments. Alors, pour calculer ce score, un poids a été attribué à chaque groupe d'aliments. Ce poids multiplié par le nombre de jours de consommation alimentaire pour obtenir un score pour le groupe en tout. Donc, si après avoir calculé l'ensemble de ces scores, il s'agit de voir est-ce que vraiment les ménages, est-ce qu'ils ont une bonne alimentation? Alors, les indices que nous proviennent de ces scores, s'il est inférieur à 80, tous les scores, tous les ménages dont leurs indices sont inférieurs à 28, alors sont considérés comme des ménages qui ont un score de consommation alimentaire faible. Par contre, ceux qui sont compris entre 28 et 42, nous considérons comme s'ils ont un score de consommation alimentaire acceptable. Et ceux qui ont plus de 42 comme indice sont considérés comme ceux-là qui ont un bon score de consommation alimentaire. Donc, ainsi, nous avons pu dégager un premier tableau concernant le score de consommation alimentaire. Et sur ce tableau, nous remarquons que seulement 1% des ménages dans ces localités-là ont un score de consommation en fait, qui est acceptable. Par contre, les 99% des ménages qui ont été collectés lors de cette étude ont un score de consommation compris entre pauvre et à la limite, en fait, entre un score qui ne vaut pas l'acceptable. Donc, 99% des ménages n'ont pas un score de consommation alimentaire, n'ont pas un bon score de consommation alimentaire. En plus du score de consommation alimentaire, l'indice de diversité au fait, du régime alimentaire permet également d'apprécier, est un indicateur qui nous permet d'apprécier est-ce que les ménages, est-ce qu'ils consomment est-ce que les aliments qu'ils consomment sont assez diversifiés pour répondre aux besoins de l'organisme, aux besoins des membres du ménage. Donc, avec ce score également, nous avons déterminé des indices qui nous ont permis de dégager différents niveaux d'indices en termes de diversité alimentaire. Donc, on l'a classé en 3 groupes, notamment ce un indice, un indice de diversification du régime alimentaire faible, ceux dont le score de diversification du régime alimentaire est moyen et ceux dont le score de diversification du régime alimentaire est haut. Donc, ainsi, nous avons en moyenne, pour l'ensemble des régions que nous avons eu à collecter, 26% des ménages qui ont un haut score de diversification du régime alimentaire. Donc, ce qui veut dire que tout le reste n'ont pas un haut score de diversité alimentaire. Notamment, nous avons 46% dont le score est faible et 28% qui ont un score de diversité alimentaire qui est moyen. Donc, ce sont ces indices-là qui nous ont permis vraiment de dire que ce que les ménages au niveau de ces 4 régions gagnent, ce qu'ils ont comme revenu
ne sont pas vraiment à mesure de combler les écarts, le gap, dans l'écart, c'est-à-dire ce qu'ils ont besoin effectivement pour subvenir aux besoins de leur ménage. Ainsi, Monsieur Wagué, je pense que je suis au terme de cette présentation. Voilà. Merci, Monsieur Pérou. Merci pour cette présentation. Et j'avoue que voilà, on a appris beaucoup durant la présentation de ce rapport, beaucoup surtout sur les besoins alimentaires des ménages agricoles au Mali, ainsi que leurs revenus. Voilà. Donc, merci pour la présentation. On va sans plus tarder donner la parole à Monsieur Bertin. Il va nous donner le mot de la fin en ce qui concerne la présentation de ce rapport. Et également, on vous donne toujours la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure. Les questions que vous avez, vous pouvez les poser directement dans la barre de discussion publique. Monsieur Dako, vous avez la parole. Pour éviter les interférences. Très bien, donc merci Joseph pour cette brillante présentation, une présentation approfondie et détaillée qui nous permet une présentation qui nous permet de tirer 3 conclusions. Je retiens essentiellement 3 choses. La première, c'est l'implication et le rôle qui est donné aux femmes en milieu rural. Nous remarquons que seulement 8% des répondants sont des femmes, alors qu'en milieu rural, dans le domaine agricole, plus de 60 à 70% des tâches sont effectuées par les femmes. Cela voudrait dire que les femmes, même en milieu rural, sont absentes des endroits de prise de décision, sont absentes des endroits où il s'agit de parler de la vie du ménage, où il s'agit de parler effectivement du revenu du ménage, de la condition du ménage. Donc, là, c'est la première conclusion que nous tirons. La seconde conclusion que nous tirons, c'est l'impossibilité pour les, les paysans, pour le monde agricole, de s'en sortir sur la base du seul revenu agricole. Alors, on se rend compte, par exemple, que dans la région de Caille, on a un écart alimentaire équivalent à plus de 6 millions de francs CFA par ménage. Et dans la région de Koulikoro, plus de 5 millions. On a une moyenne d'écart alimentaire de 5 509 050 francs CFA, ce qui excède effectivement les 11 000 dollars. Ceci est considérable. Ça veut dire que le seul revenu agricole ne permet pas aux ménages de s'en sortir. Et lorsqu'on extrapole les conséquences des changements climatiques sur le monde agricole, on se rend compte que même les perspectives ne sont pas bonnes. Les perspectives ne s'avèrent pas du tout bonnes. Il y a la nécessité d'appuyer ces agriculteurs, de les appuyer déjà dans l'amélioration des semences. Dans la présentation, nous avons vu que même les semences améliorées sont très faiblement utilisées, alors que les semences améliorées sont celles qui sont effectivement adaptées aux conditions, des changements climatiques. Donc, c'est des semences qui peuvent produire avec très peu de pluviométrie. Et il y a la nécessité de promouvoir cela, il y a la nécessité en fait aussi de permettre aux agriculteurs effectivement de mieux bénéficier de leur activité agricole et d'augmenter les rendements agricoles et surtout aussi de les impliquer dans la transformation de leurs produits. La troisième et la dernière leçon que nous retenons, c'est le paradoxe de Sikasso. Le paradoxe de Sikasso, on se rend compte que Sikasso est, parmi toutes les régions qui sont présentées, est la région qui a la production agricole la plus élevée, la plus importante. Mais quand on regarde le revenu, on se rend compte que c'est la région effectivement la plus pauvre. Quand on regarde le revenu total par ménage, on se rend compte que
le revenu moyen par ménage est de 1 252 860 francs CFA. Mais spécifiquement pour la région de Sikasso, on se retrouve à 604 200 francs CFA de revenus annuels par ménage, ce qui est aberrant, ce qui est véritablement aberrant. Et autre chose, lorsqu'on va au niveau du score de consommation par ménage, alors la moyenne pour les ménages pauvres est de 90%. 90% des ménages sont pauvres pour l'ensemble des régions. Mais pour la région de Sikasso, c'est 99% des ménages qui sont pauvres. Et on parle bien entendu de la région la plus productrice en termes la région la plus productrice des cultures agricoles, des cultures vivrières, ce qui est vraiment aberrant, Donc, le paradoxe de Sikasso montre que même l'augmentation, le croissement de la productivité ne garantit pas l'amélioration des moyens de vie des paysans. Donc, il faut, au-delà de l'amélioration des moyens de vie, entreprendre des mesures qui vont permettre effectivement à ces paysans de bénéficier véritablement du fruit de leur travail. Donc, c'est les 3 conclusions que nous tirons, M. Wagué. Donc, c'est ce qui nous... Voilà, c'est les conclusions que j'avais à présenter dans le cadre de cette étude. Conclusions qui sont effectivement des analyses que Joseph nous a montrées. D'accord, Monsieur Dako, merci pour cette brillante conclusion. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris lors de cette présentation. Alors, nous donnons la parole à nos participants. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser directement ou les écrire dans la barre de discussion publique. Également, moi, en tant que modérateur, j'ai une question pour vous, Monsieur Dako. Est-ce que réellement, en ce qui concerne l'étude que vous avez faite, est-ce que au niveau de la région de Caille, est-ce que les revenus issus de la diaspora n'ont pas également une incidence aussi sur le revenu des ménages? Exactement. Au niveau de la région de Caille, on a un déficit, un écart alimentaire de 6 millions de francs CFA, et cet écart effectivement est comblé par les contributions de la diaspora. Contrairement aux autres régions, où la diaspora n'est pas très forte, donc ces régions sont approchées en fait aux aides alimentaires, beaucoup aux aides alimentaires, contrairement à la région de Caille. Ok. Alors, moi également, la réponse que vous venez de me donner tout à l'heure me fait dire également que généralement, les études nous montrent que les montants issus de la diaspora qui vont nécessairement vers la région de Caille, ces montants sont relativement très importants. Mais on voit que les revenus peinent toujours voilà, à vivre convenablement. Pour vous, quelles peuvent être les actions que nos États peuvent mettre en place réellement pour combler ce déficit? Alors, parce que les montants qui sont envoyés par la diaspora ne sont pas investis, c'est des montants qui sont utilisés dans la consommation. D'accord. Voilà, donc ce qui fait que c'est aussi bien entendu. Il faut se féliciter que certains de ces montants sont investis effectivement dans les services sociaux de base. On a des écoles, on a des hôpitaux, dans les villages accessibles de la région de Caille, qui sont effectivement la contribution de la diaspora. Cette contribution de la diaspora est très importante. Il faut la capitaliser et l'investir. L'investir de telle sorte à favoriser la production nationale, la production locale. Si ça, ce n'est pas fait, on a vu par exemple avec la crise de la COVID-19. D'accord. La diaspora, les revenus de la diaspora ont considérablement baissé. Tout à fait. Et cela a fortement influencé la vie des populations, dont
le régime de vie que prenaient ces aides de la diaspora. D'accord. Donc, alors que si les revenus, effectivement, étaient investis de telle sorte à permettre d'avoir des sources de revenus à accroître, créer des mécanismes de création de richesses au niveau local, effectivement, et ça serait bien entendu la diaspora elle-même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et j'estime que déjà Fait Impact déjà penser déjà à des mécanismes que nos États peuvent mettre en place réellement pour appuyer les aides qui viennent de la diaspora. Bien entendu. D'accord. Donc là, c'est pour dire à nos États voilà, que FETE est un partenaire solide sur lequel l'État malien peut compter également pour capitaliser les investissements qui sont faits par les revenus de la diaspora. Merci, M. Dako. Merci pour les réponses que vous nous avez données. Merci à nos participants. Et je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, ce qui veut dire que la plupart ou l'ensemble de nos participants ont très bien assimilé voilà, cette présentation qui a été faite. Si nos deux conférenciers n'ont également pas d'autres points à rajouter, je pense que nous allons clôturer cette présentation en remerciant l'ensemble des participants pour leur participation, en remerciant également les organisateurs du G local qui nous ont fait confiance pour la présentation de ce thème, évaluation des besoins alimentaires des ménages agricoles au Mali et leurs revenus. Merci à tout le monde et vous avez nos contacts. N'hésitez pas, au besoin, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Nous sommes à votre disposition. Merci à vous tous et excellente journée à tous. Au revoir.